Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour un Carton Rouge le mag. Alors si ce n'est pas déjà fait, pense vite à t'abonner à Carton Rouge TV. On a dépassé les 11 000 abonnés, merci beaucoup. N'oublie pas non plus de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, quand il y a des lives, quand il y a des vidéos qui sont publiées, tu es informé en direct. On va faire un Carton Rouge le mag. On est à 4 journées de la fin. C'est très compliqué pour l'AS Saint-Etienne, vous le savez, on va évidemment en parler avec les copains de Carton Rouge et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités et je suis très heureux de retrouver quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est Hervé. Salut Hervé. Salut à tous, salut les amis et longue vie aux Ultras. Comment vas-tu Hervé? Très bien. Bon bah super. Magnifiquement bien avec une fin de saison qu'on va apprécier je pense. Ouais c'est ça, on va en parler dans quelques instants. Également avec nous Franck, salut Franck. Bonsoir à tous et bon anniversaire aux Green Angels. C'est dit, merci Franck, on va en parler les Green Angels, je vous donnerai le sommaire de l'émission dans quelques instants. Et enfin, dernier invité du soir, il est en train de toucher sa caméra, c'est Olivier. Salut Olivier. Salut les gars, salut Hervé, salut Franck, salut Flavien, salut à tous. Je découvre et je devine sous ta veste noire Olivier, un petit peu de vert, un espèce de coq sportif. Et oui, il est là le maillot vert, il n'y a que toi qui as du vert ce soir. Heureusement que tu as mis ton maillot vert. Olivier, les amis, aujourd'hui nous allons faire une émission en 3 parties comme d'habitude, plus la dernière partie sur les traditionnels cartons rouges et cartons verts. Et on va commencer cette première partie, on va parler du match face à Monaco. Alors on va en parler vite parce que voilà, c'est déjà derrière nous, il faut qu'on se tourne vers les prochains matchs, mais il y a quand même pas mal de trucs à dire sur cette raclée à domicile. Dans la deuxième partie de cette émission, on évoquera la fin de championnat. Est-ce qu'on a une chance de se maintenir ou pas? On parlera du calendrier, bien sûr, parce que c'est très important à ce stade de la saison. Et puis on terminera avec les Green Angels. Franck, tu leur as souhaité un bon anniversaire. Ils ont fêté ça dignement au stade Geoffroy-Guichard, dignement ou pas d'ailleurs, on en parlera. Ça suscite les débats puisque la sanction est tombée, vous le savez, Saint-Etienne écope d'un match à huis clos, ce sera face à Reims. Donc est-ce que c'est contre-productif? Est-ce que c'est normal de craquer des fumis? On en parlera très librement dans la troisième et dernière partie de cette émission et je vous propose de démarrer tout de suite bien sûr avec le retour sur cette catastrophe monégasque. Et oui, on revient rapidement sur ce match à domicile face à Monaco. On a perdu 4-1. Je vous rappelle que c'est Wabi Kazri qui avait réduit le score en toute fin de première mi-temps. On avait pris 2 buts coup sur coup, 23e et 25e minute. Et puis on avait un peu repris espoir à la mi-temps avec finalement cette réduction du score sur penalty. Un penalty obtenu par Mady Camara. On se demandait si on n'allait pas assister au même scénario que lors du match face à Bordeaux. Non, pas du tout, puisque derrière, les Monégasques ont marqué un 3e et un 4e but. On a été laminé. Olivier, on commence par toi. Je propose qu'on démarre pas par Colo, parce qu'évidemment, on va en parler dans quelques instants de Colo, mais d'une façon générale, comment tu as trouvé l'équipe? Est-ce qu'elle a été en dessous de tout ou pas? Ou est-ce que Monaco était tellement fort que ça ne servait à rien d'espérer quoi que ce soit de ce match? Bon, on avait discuté avant le match et on se doutait qu'on pouvait prendre une fessée. C'est ce qui a été fait. C'est pas, à mon avis, pour moi, c'est pas le plus mauvais match qu'on ait pu faire de la saison. Il y a eu des parties de match qui ont été cohérentes, mais comme toujours, sur les premières attaques de Monaco, en début de match, il y a deux attaques qui sont dangereuses. Après, on joue plutôt pas mal, et puis on prend 2 buts. 2 buts en profondeur avec des erreurs individuelles. Et une fois qu'on prend 2 buts contre Monaco, on revient à 2-1, mais c'était trop compliqué. On aurait peut-être pu revenir à 2-2. Et puis après, on s'écroule complètement. Tu l'avais dit sur l'avant-match. On est notre défense. Et bien, notre défense a été au niveau de ce qu'elle est depuis quelques matchs. Nul. Nullissime. Avec encore un schéma à 5 défenseurs. Avec des gens qui n'arrivent pas à jouer dans le système et puis qui court après les autres. Et quand on a Ben Yedder, Volante, Golovin et puis les autres sur les ailes, voilà. Bernardoni ne nous sauve pas non plus. J'arrive un petit peu à être de ton avis, Flavien. C'est vrai que, mis à part l'arrêt où il nous amène 2 points l'autre jour, autrement, voilà, il n'y a pas eu de surprise contre Monaco, malheureusement. Et moi, j'ai été vraiment triste devant mon écran. Hervé, Olivier vient de parler de la défense à 5, on peut parler aussi du schéma tactique bien sûr, mais quand même, là je crois que sur les 6 derniers matchs on prend 18 buts, le ballon arrive là, Bernardoni plonge là, sur le but de Ben Yedder, et puis sur le but c'est Volante qui marque le deuxième je crois, le ballon arrive là, donc il plonge de l'autre côté.
C'est ça. Enfin, je veux pas être trop dur avec Bernardine, mais je pense que bon, c'est pas un bon gardien, encore une fois. Globalement, sur ce match, Hervé, toi, tu retiens quoi en dehors de la défaite? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif à retenir de ce match ou rien du tout? Eh ben écoute, les 2 premiers buts qu'on prend, on les prend comme d'habitude, on se fait prendre derrière, on se fait prendre pas en contre, mais même pas, parce que derrière ça revient pas. Et du coup, je pense que quand tu reviens à 2-1, et on va en revenir tout à l'heure sur Timothée, mais le problème c'est qu'il remet Monaco dans le match, alors qu'on était dans une période pas trop mal à 2-1. Et je pense qu'on recommence la deuxième mi-temps avec de bonnes intentions. Et il suffit de pas grand-chose pour revenir à 2-2. Je te dis pas qu'on aurait peut-être marqué 2-2, qu'on aurait égalisé, hein. Mais pour moi, c'est une faute professionnelle. On doit lui parler ou il doit lever la tête. Il y a personne derrière lui. Il marque contre son camp, ça fait 3-1. Après, ça fait 4-1, c'est fini. Le match, il est plié. Mais sur l'ensemble du match, il y a eu du bon, du mauvais, du très mauvais et du bon, du moyen, enfin du bon. Donc après, comme tu dis, Pascal Duprat, il essaye de trouver sa ligne de conduite. Il fait pas comme faisait Puel, il change pas les joueurs toutes les 5 minutes. Le seul problème et le seul souci qu'on a aujourd'hui, c'est que je vous rejoins tous, un 5 derrière, il faut y arrêter, quoi. Et tu l'as dit plusieurs fois, pourquoi on joue à 5? Parce qu'on a peur des grosses équipes, mais on joue à 5 contre Brest, on joue à 5 contre Lorient, et ça change rien, on prend 6 buts quand même, quoi. Donc je trouve ça un peu ridicule. Ouais. Franck, cette défense à 5, qu'est-ce que tu en penses? Moi, avant de te laisser répondre, juste un mot peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Hervé sur cette défense à 5. J'ai re-regardé là, le match en replay. En fait, je fais jamais ça, mais là, j'ai re-regardé le match de Monaco en replay. Ce qui est très frappant, c'est que sur les 2 premiers buts, les erreurs viennent d'un côté de Masson, puis de l'autre de Colo qui a mal relancé. Mais sur le premier but, on voit que cette défense à 5, Masson, il est perdu. C'est-à-dire qu'il va à un moment donné au marquage de Volante qui monte, et puis après, derrière, du coup, donc il va vers le centre du terrain. Comme le ballon n'arrive pas vers Volante, il se dépêche de courir de l'autre côté, mais sauf que Enrique, lui, il a pris un peu de vitesse. Donc Enrique, il a pris de vitesse, il le prend dans le dos. Enrique va centrer, Colo est en retard sur Ben Yedder et ça fait but. Et donc du coup, ce que j'ai vu sur cette action, c'est qu'en fait, Masson, il était perdu. C'est-à-dire qu'on joue avec 5 défenseurs pour essayer de se rassurer, sauf que comme on joue avec 5 défenseurs, les latéraux, on leur dit de beaucoup monter, comme le faisait Tube quand il était titulaire d'ailleurs. Mais du coup, il monte, mais du coup, on se découvre sur les côtés. Moi, cette défense à 5, je n'en peux plus. Franck, toi, est-ce que tu l'aimes, cette défense à 5? Non, et si on réécoute toutes les émissions, on verra qu'on n'est pas nombreux sur cette chaîne Carton Rouge TV à défendre la défense à 5. Quand Duprat est arrivé, on savait qu'il allait blinder derrière pour essayer de redonner confiance. Ça a marché rapidement, on a eu des résultats, il y a eu des points. Sako. Mais le problème, ça a marché avec Sako. C'est ça qui fait toute la différence. Et voilà, quand tu joues à 5 avec Falaï Sako, on est tous d'accord. Quand Falaï Sako est blessé, tu ne joues plus à 5. Et tu l'as toi-même dit dans ton intervention du dernier match, je crois que c'est le live ou après dans ton débrief, il faut renforcer le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il faut rejouer à 4. Et quand les copains disent que ça allait un tout petit peu mieux, je suis d'accord, à 2-1, là on avait une défense à 4. C'est-à-dire qu'avant que Colo fasse encore une bourde, où on n'était pas si mal que ça dans le jeu, on était à 4 derrière. Et moi je suis pour que, tant que Falaï Sako ne revient pas, on joue à 4 derrière, et qu'on joue par contre avec 2 milieux devant la défense, 2 milieux récupérateurs. C'est ça, qui joue bas. Si on veut... Qui joue bas. Ouais. Si on veut à ce point-là blinder, et je ne suis pas contre, parce que Duprat, il peut nous amener au barrage ou nous maintenir en ayant joué la défense, on le savait. Alors, tant qu'à faire, autant jouer à 4 derrière, mais avec 2 milieux récupérateurs. De toute façon, même en jouant à 4, je pense pas qu'on prenne plus que 18 buts en 6 matchs. Voilà. C'est 3 buts par match, c'est juste stratosphérique. Alors je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de Colo. Colo qui a marqué un but contre son camp, bien sûr, comme face à Marseille. Il avait concédé un penalty à Lorient qui avait complètement relancé le match. J'ai lu dans l'équipe qu'il était en pleurs, en fait. Voilà, qu'il était brisé. Je vois Olivier que t'es pas d'accord. Moi, je ne tire pas sur l'ambulance. On l'avait dit, hein, Colo n'a pas sa place dans l'équipe pour le moment. Je préfère un Troco, je préfère So, je préfère qui vous voulez, Bakayoko, peu importe. Il n'a pas sa place, mais à partir du moment où Dupraz le titularise, ce n'est pas lui rendre service dans l'état psychologique dans lequel il est. C'est lui qui rate sa relance sur le deuxième but, c'est-à-dire qu'il relance, ça rebondit sur la tête d'un Monégasque et derrière ça fait but. Alors qu'on est dans l'autre camp, donc il rate sa relance. Sur le premier but, il est complètement à la rue sur le marquage de Ben Yedder. Et le troisième, c'est lui qui le met au fond. Donc il n'y est pas Colo, mais j'ai envie de dire que pour moi,
enfin comment dire, il fait pas exprès de marquer contre son camp, quoi. C'est-à-dire que voilà, Non, mais bien sûr, on est bien. voilà, on est bien voilà, d'accord je veux dire, à un moment donné, quand il se fait insulter par tout le stade, moi je trouve ça hyper violent, ça arrange rien du tout. Et le problème, c'est que Duprat le met sur le terrain. C'est ça le problème. Oui, Vas-y, Hervé, après Olivier. Et Duprat lui a donné sa confiance encore. Le soir même à la fin du match, il lui donne son confiance. Parce qu'il a vu qu'à l'interruption du match, il était en pleurs. Et après, il le sort, bien sûr, ouais, mais c'est trop tard. Mais il lui donne sa confiance. Il dit que c'est un grand professionnel. Pas de problème. Le mec, il se défonce peut-être à l'entraînement, il fait tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, il faut le faire souffler, il faut le mettre sur le banc. Et il faut passer à autre chose, quoi. Il est plus en état Moi, de jouer. j'arrive pas. Ouais, comment? Il est plus en état de jouer, là, pour le moment. Il est plus en état de jouer. Il est plus en état de jouer, exactement. Olivier, toi, t'es plus dur, toi, vis-à-vis de Colo. Oui, ça fait des mois que le syndrome Colo nous colle au basket. Il a fait quelques bons matchs en début de saison, quand il a été arrière gauche, là, ou peut-être contre des équipes moyennes, avec un état d'esprit qui est pas mauvais de la part de Colo, c'est un mec qui se bat. Mais là, il a tout perdu. Il a perdu, il n'avait pas beaucoup de technique, il a complètement perdu. Colo, il est incapable de faire une passe à 10 mètres. Je suis tout à fait d'accord avec toi en disant que Duprat l'a mis dans des conditions abominables. Psychologiquement, il n'y est plus. Le public l'avait pris en grippe, donc ça, c'est catastrophique. Et puis, moi, je croyais que j'étais vraiment dans un cauchemar. Avant le dernier match à Geoffroy Guichard, là, où Crivelli s'échauffe, je voulais faire une plaisanterie avec vous en disant il va se blesser à l'échauffement. Tac, ça se passe. Avant celui-là, match, j'allais vous dire, et si Colo nous marquait un but contre son camp? Quand c'est arrivé, moi, je voulais pas y croire. C'est pas possible. On est dans un cauchemar. Il voudrait le faire exprès, il le ferait pas. Moi, je m'étais juré, c'est ce que j'ai fait. Je devais être au stade contre Monaco. Je n'y suis pas allé parce que je ferai la grève des matchs tant que Colo sera sur le terrain. Après, c'est pas le seul fautif. Ouais, c'est pas le seul fautif. C'est 18e place, mais j'en ai ras-le-bol. Et Puel démontait tout le monde, oui. Duprat, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde va sauver le club et c'est Colo qui va sauver le club. Aujourd'hui, il ne sauve pas le club. Franck, sur Colo? Colo, c'est déjà parce que c'est un ancien Lyonnais que forcément il a un papier de cigarette de confiance avec le public stéphanois. C'est évident que dès qu'il commence à faire de grosses conneries, c'est terminé. Sa carrière, me semble-t-il, est terminée à Saint-Étienne. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce que tout le monde lui tombe dessus, bien sûr, et il a sa part de responsabilité. Mais on a parlé de Bernardoni, on pourrait parler de Mangala. Je veux dire, c'est quand même Masson. C'est l'ensemble de l'équipe qui a pris l'eau, en fait, au bout du bout, non? Il est perdu sur le but. Il est perdu. Mais il est perdu dans la défense. Où il parce est que sur le terrain. n'importe quel défenseur, même un amateur, sait que derrière lui, il a un joueur qui est hors jeu, un joueur monégasque, qui est 1 mètre derrière lui hors jeu. Vous l'avez vu sur cette action. Vous avez tous joué au football ici sur cette chaîne et vous savez très bien qu'un joueur qui a confiance et qui n'est pas perdu ne touche pas le ballon. Il sait que derrière lui, il est hors jeu, l'attaquant monégasque. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on. Moi, je crois que. Ouais, vas-y, Olivier, vas-y. Je crois qu'on joue à 5. Dites-moi si je me trompe. J'ai l'impression que Duprat nous fait jouer à 5 parce qu'il sait que Mangala et Colo sont tellement mauvais qu'il faut densifier la défense pour essayer de les sauver. Et notamment Mangala. Il veut faire jouer Mangala coûte que coûte. Il sait qu'il n'a pas de vitesse, que ce mec-là n'est pas bon. Donc il renforce la défense. Il fait un schéma tactique pour faire jouer Mangala. Est-ce que Mangala ne devrait pas sortir de cette équipe? Écoute, moi Bakayoko, j'ai trouvé pas mal. Bakayoko, alors il est un peu juste physiquement, il est sorti avec des crampes lors de l'avant-dernier match. Seydouso, visiblement, Pascal Duprat n'y croit pas du tout, mais moi quand il avait joué des matchs avec Claude Puel, j'avais trouvé plutôt intéressant. Nadé, je trouve qu'il a vraiment progressé, donc une charnière Nadé, et puis il y a Moukoudi quand même, Moukoudi qui est sorti, alors Moukoudi c'est pas le plus rapide non plus, mais tu as raison, je pense que Pascal Duprat veut faire absolument jouer Mangala, et dans le schéma où Mangala joue, il faut qu'il ait 2 autres défenseurs à côté de lui, mais ça ne marche pas en fait. Ça marchait quand il y avait Sakho, parce que Sakho était tellement rapide et tellement technique
qu'à lui tout seul, il arrivait à sauver des situations désespérées. Mais sans Sakho, je pense qu'il faut vraiment densifier le milieu de terrain parce que le problème, en fait, et le match de Monaco est très révélateur par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est des vagues en permanence. Le milieu de terrain n'arrive pas, il y a pas de- le milieu de terrain n'arrive pas à récupérer suffisamment de ballons. Donc, si tu veux, le ballon, il arrive tout le temps, et forcément, à un moment donné, ça craque, quoi. Il faut qu'on densifie le milieu de terrain pour redonner un peu d'oxygène aux défenseurs et leur permettre de sortir un peu. En fait, si vous regardez nos matchs, on obtient très très peu de hors-jeu. Ça m'a frappé, encore une fois, en regardant le match, on met très peu nos adversaires hors-jeu parce qu'on joue tellement bas, parce qu'on a tellement peur qu'on est tout le temps, on subit des vagues successives. Donc vraiment, je pense que tactiquement, il faut vraiment changer de registre et je ne suis pas sûr que face à Rennes, ce soit le cas. Et ce que je vous propose, les amis, justement, c'est la transition, c'est qu'on parle de la fin de ce championnat et on va parler évidemment du calendrier et du match face à Rennes et puis des 3 autres matchs qui suivront derrière. Est-ce qu'on va se maintenir ou pas? On va en parler dans quelques instants. Alors, est-ce qu'on va se maintenir ou pas? C'est la question. Allez, je ne sais pas combien de millions d'euros qu'on se pose tous ensemble. Est-ce qu'on va se maintenir? Est-ce qu'on sera barragiste? Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les copains, mais déjà, on peut dire que Metz est en Ligue 2. Metz a 24 points, goal average moins 31. Ça veut dire qu'on a, par rapport à Metz, on a 7 points d'avance aujourd'hui. Je pense que 7 points d'avance à 4 journées de la fin. Et puis ils ont fini à 10, à 9 le dernier match. Donc je pense que Metz est cuit. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, pas bien? Oui, c'est fini à Metz. Franck? Ouais. Oui, mentalement, ils ont lâché. Ils ont lâché, ils y sont. Ils ont lâché, carton rouge, bagarre, machin. Ouais, non, ils y sont plus. Alors, il reste bien sûr Bordeaux, le miracle nantais, incroyable. J'ai regardé le match, c'était un truc de malade ce match. Oh, merci Nantes qu'on rencontrera bien sûr nous d'ici la fin de saison. Donc, je vous donne le calendrier de Bordeaux. Les 4 derniers matchs de Bordeaux, qui a 27 points et moins 37 au goal average, c'est d'abord Nice. Ils vont recevoir Nice. Allez Christophe Galtier, on y croit. Tu fais quelque chose à Bordeaux. Ils se déplacent à Angers pour le match suivant. Angers qui a 35 points, donc je pense qu'Angers aura encore besoin pour le coup dans ce match de marquer des points pour être sûr de se maintenir, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que Angers-Bordeaux c'est loin d'être gagné pour Bordeaux. Après ils recevront Lorient Lorient qui est une équipe qui est quasiment sauvée, et puis ils se déplaceront à Brest qui n'aura plus rien à jouer. Nous concernant, on va aller se déplacer 2 fois de suite, d'abord à Rennes, 3e du championnat, et puis on va aller à Nice ensuite. Nice qui est en course pour la Ligue des Champions, ils sont 5e. Et ensuite on va recevoir Reims à la maison à huis clos et on se déplace à Nantes, et on a vu que Nantes joue ses matchs à fond. Je dis 2 mots peut-être de Clermont et de Troyes. Clermont va à Brest, Clermont reçoit Montpellier, ce sera pas facile. Clermont se déplace à Strasbourg, ce sera pas facile non plus, et Clermont reçoit l'OL. C'est pas tout à fait un calendrier facile quand même pour Clermont. Et puis Troyes, je parle de Troyes parce que eux aussi je trouve qu'ils ont un calendrier assez difficile. Ils reçoivent Lille, ils se déplacent à Paris. Alors Paris n'a plus rien à jouer, mais Paris 3, honnêtement, j'ai quand même du mal à croire que Paris ne gagne pas ce match. Ils recevront Lens qui est en grande forme et ils se déplaceront pour le dernier match à Lorient. Et puis Lorient, justement, ils reçoivent Reims, ils reçoivent Marseille, ils se déplacent à Bordeaux et ils reçoivent Troyes. Ça veut dire que c'est quand même encore assez ouvert, les amis. Alors, on commence peut-être par le prochain match, le match face à Rennes. Pour vous, c'est 0 points, 1 point ou 3 points, Franck? Non, concrètement, c'est fini. Ce match, on peut passer au suivant. Pour moi, c'est mission impossible. À moins que le stade s'écroule, puisqu'il y a une fissure dans le Roison Park. Je vois que ça. Olivier, 0 points? On sait jamais, mais il y a 1,5% de chance. On a beaucoup plus de chances de prendre un 6-0 que de faire un 0-0. Hervé? Pareil, aucune chance, rien à espérer de Rennes. Après, je veux revenir quand tu dis les équipes n'ont plus rien à jouer, ou alors on peut essayer. Attention, une place de gagner au classement pour une équipe, c'est énorme, en millions d'euros. Donc ça veut dire qu'un Angers ou un Reims ou un Nantes, ils arrivent à prendre une place de plus, ils seront contents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis souvent les présidents d'ailleurs, quand il y a une place ou deux à gagner au classement, ils mettent des primes en fin de saison pour motiver les joueurs en disant si vous gagnez ce match, je vous file 30 000 balles, mettons, et puis eux à la fin, pour le club, ça fait 3 millions d'euros de plus, donc ça vaut le coup. C'est ça. Ouais, tu as raison de le souligner. Donc pas du tout optimiste pour Rennes, ce qui veut dire que si on ramène un match nul, on crie tous victoire, quoi, en clair. On est d'accord avec ça? Oui, ok, d'accord. On s'est pas gagné quand même le match nul. Ok, le déplacement face. Je vous paye à manger, moi, les gars. Putain, quoi? Match nul, tu nous payes à manger?
C'est signé, hein. Ouais, ouais. Cha, Ok. la, la. Tout le monde. Oh, Saint-Étienne. Putain, on va se régaler. Frites à volonté, peut-être même. Ouais, ouais. C'est ça. Si on gagne, bois. On t'entend plus, Olivier, mais tu vas sûrement te reconnecter. Tu as une connexion qui est moyenne. Les Donc amis, ça veut Oui. dire que nous on fait 0 points. Ça veut dire que Bordeaux et qui part à Nice fait 0 points aussi. On est bien non, d'accord. Bordeaux reçoit Reçoit. Bordeaux reçoit Nice. Ouais, Bordeaux reçoit Nice. pardon, Ouais. pardon. Donc c'est pas Donc, tout à fait pareil. Ils font 0 points non plus. Alors. Bah, Ils font zéro. Bordeaux-Nice, Ah. je sais pas. Bordeaux-Nice, je sais pas. Vous misez sur quoi? Match nul? Match nul parce que Nice n'arrive plus à marquer de but. Donc on peut imaginer que Bordeaux, sur un malentendu, prenne un point. Bon, alors, cela dit, ça nous permet à 3 journées de la fin de rester 3 points d'avance. avec 3 points d'avance et un goal average. Ah. Et un goal average Bordeaux. supérieur. Ouais, mais alors après, nous, on va à Nice. 0 points aussi, les gars? Eh. Hervé, 0 points? Ouais, bah oui, 0 points, c'est clair. Franck, 0 points? Non, alors s'il y a bien un point qu'on peut prendre, c'est à Nice. Ah ouais? Ouais, le Effectivement. stade est vide, il n'y a pas d'ambiance, il joue très mal. Et à voir. À voir, parce que s'il y a bien un des 2 déplacements qu'on peut gérer, c'est celui-ci. D'accord. Et toi? Le problème, c'est Rennes. Le problème, c'est Rennes, parce qu'on n'a que 7 buts d'avance au goal average Oui, sur oui, oui. Bordeaux. Attention, si on en prend 5-6 à Rennes, hein, samedi. Ouais. Attention. Ouais. Ouais. Olivier, à Nice, tu nous vois faire quoi? 0 point. 0 points, d'accord. Et pendant ce temps, Angers reçoit Bordeaux. Là, moi, je pense que Angers peut gagner parce que Angers aura besoin de points encore. Ils ne seront pas encore complètement mathématiquement sauvés. Donc ça peut faire nos affaires. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver donc au 0 points à Rennes, 0 points à Nice, mettons. Partons dans cette hypothèse. Bordeaux marque un point face à Nice. 0 points face à Angers. Ça veut dire qu'on se retrouve à 2 journées de la fin avec 3 points d'avance. C'est une Oui, hypothèse oui. possible. Oui, parce qu'Angers va à Monaco ce week-end Oui. et je vois Monaco quand même l'emporter. Oui. Donc Angers aura le feu au cul Oui. contre Bordeaux. C'est important ça. Hein. Oui. Et Donc, par contre, on parle pas de 3, mais 3 le Si. week-end prochain, ils reçoivent le LOSC. oui, c'est ça. Et le week-end après, ils vont à Paris. Donc eux, ça leur fait 0 points aussi. Hein, on est bien d'accord. Bah, le LOSC, je les trouve décevants, mais ils peuvent mettre un point peut-être, mais ils seront pas sauvés. Ce qui est sûr, c'est qu'à 2 journées de la fin, on peut dire sans prendre de risque, parce que Clermont, Brest-Clermont, je sais pas si Clermont marquera des points, ils feront peut-être match nul à Brest, je sais pas. Clermont-Montpellier, pas facile quand même, hein, Montpellier. Hein. Non, moi, Pas facile. miserais sur Même s'ils ont Montpellier, ouais. coulé à Lyon, ce que je veux dire, c'est que on se retrouvera à 2 journées de la fin avec potentiellement Angers. Ah non, Angers sera sauvé puisque non, mais Angers à 35 points, ils seront sauvés puisqu'ils ont Oui. 7 points d'avance, 8 points d'avance Oui, sur oui. Bordeaux. Non, Angers sera sauvé à 2 journées de la fin parce que Bordeaux n'aura marqué aucun point en fait. C'est ça qui va les sauver. Mais le match face à Bordeaux sera très important pour Angers, justement pour être sauvé mathématiquement. Donc on peut espérer que Angers batte Bordeaux. Nous, en tout cas, on sera encore en lutte certainement avec 3. Clermont. Et peut-être, enfin Lorient reçoit 2 fois. Lorient reçoit Oui. Reims et ils Oui. reçoivent Marseille. Au moins, Marseille, ils battront pas on Marseille. Hein. Marseille, ils battront pas Marseille. on sera juste en lutte avec Bordeaux et on se maintiendra uniquement si Bordeaux se casse la figure partout. Mais vous parlez de Je vois maintien, vous pas. parlez de maintien ou de barragiste là? Maintien déjà. Maintien. Barragiste. Moi, barragiste. alors, Barragiste. moi Barragiste. je pense qu'à la 19e place hein, pour l'instant. Non, oui, c'est-à-dire Moi- que ce qu'on vise, le mieux qu'on vise, c'est barragiste. Ah Voilà. oui, ah oui, Moi, ah oui. tout le monde est sauvé et c'est la 18e et 19e place qui reste en jeu entre Bordeaux et la Saint-Étienne. C'est énorme, c'est un truc de fou. Hein. Putain. Putain, bah, c'est la réalité. Hein, ça correspond à notre classement, les gars. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans une panade pas possible. Hein. Et c'est pas faute de Et on n'a pas gagné contre Reims non plus. Hein. Reims à huis clos. Donc ça va être compliqué, oui, bien sûr. Ça va être compliqué. Et puis Nantes à l'extérieur, franchement, Nantes, je les ai vus jouer face à Bordeaux. Ils étaient menés 2-0, ils ont rien lâché. Les mecs, ils ont marqué des buts incroyables. Hein. Alors la défense de Bordeaux, elle est minable, on est d'accord. Ils ont pris 86 buts, je sais plus combien. C'est 88 minable. buts. Ouais, c'est un truc de dingue. 84. 84. Ouais, Bon. puis comme Oh, tu tu joues chipotes, libéré, Franck. 4 buts près. Non, mais bon, 84. ils sont archi nuls. Mais c'est vrai que, oui, bon, 18e, il va falloir qu'on regarde qui jouera les barrages. Parce qu'en Ligue 2, les 2 premiers montent et les 3 suivants jouent un mini-championnat pour faire les barrages, c'est ça? Oui. C'est ça. Ok. Oui. Ok. Ce serait marrant de jouer contre On a Crasso. peut-être une chance à Nice qui joue la finale de la Coupe de France le samedi. Ouais. Oui. Si jamais ils gagnent, ça sera la première fois depuis des dizaines d'années. Ils seront en Coupe d'Europe, donc ils auront peut-être un peu moins de pression. C'est quand la finale de la Coupe de France 3 jours avant. Le 7 mai. 3 jours avant nous. 3 ou 4 jours avant nous. 7 Ouais, donc mai, non. le samedi 7. Et nous, on joue le mercredi à Nice.
que s'ils gagnent, ils font la bringue de jour, peut-être un peu démotivés, quoi. Enfin, faudrait Ouais. qu'ils aient les 11 la chiasse, quoi, pour qu'on arrive à... Ouais, et si Nantes gagne cette finale, c'est aussi un Nantes un peu démobilisé, qui aura une Coupe d'Europe qui est. Moi, je préfère jouer Nantes vainqueur de la Coupe de France à la dernière Oui, journée moi que aussi. Nantes battu, quoi. Ouais, sauf que quand tu joues une équipe qui a gagné une compétition emblématique comme la Coupe de France, tu les joues 3 jours après. Franchement, je pense que le dimanche, les mecs, enfin toute la nuit, ils font la fête. Le dimanche, ils se reposent. Le lundi, ils se reposent. Ils reprennent un peu l'entraînement le mardi matin. Ils trottinent et ils ont la tête ailleurs. Donc, je pense que psychologiquement, franchement, c'est Oui. pas trop mal de les jouer à ce moment-là, quoi. Enfin, Je- voilà. Je me permets un petit. J'aime bien les clins d'œil de l'histoire. Vous le savez, quand l'histoire repasse les plats, vous savez qu'on fait un barrage en 1984 contre le RC Paris, qui nous fait descendre en Ligue 2. On fait 0-0 au Parc des Princes contre le Racing Club. Ils nous battent chez nous 2-0, match retour. Et simplement, le Paris Football Club est capable d'être notre adversaire en barrage. Voilà, j'aime bien dire que 40 ans, 38 ans après, l'histoire va nous repasser les plats. Je le fais parce que ces clins d'œil-là, je m'en méfie toujours. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'avais oublié ça, dis donc, Franck. Mm. Franck, c'est l'encyclopédie verte, en fait. Ah oui, je T'es suis fort là avec là-dessus, hein, Franck. celui du cyclisme, là, comment il s'appelle, là, merde, celui du Tour de France. J'ai oublié Ah son oui, nom. J'ai oublié son Bah nom. voilà, Eh ben, il en t'es- faut dans le foot. c'est Il en ça. faut dans le foot. C'est Olivier, Jean-Pierre Olivier, machin Olivier, là, hein, on est Ouais, d'accord. c'est ça. Ah là, c'est Jean-Paul ça. Olivier. Jean-Paul Olivier. Jean-Paul Olivier. Voilà. Putain, si on m'avait dit qu'on parlerait de Jean-Paul Olivier dans Carton Ah, Rouge, évidemment, c'est évidemment. incroyable. Un détail, enfin non pas un détail justement, un point très important qui peut peser lourd dans la dernière ligne droite, les amis, c'est notre ami Falaï Sacco. Il recourt, il s'est arraché le genou, il commence à recourir. Apparemment, il se soigne beaucoup plus vite que prévu. Quand bien même, enfin, il imagine, alors il a dit, Pascal Duprat l'a laissé entendre, mais lui il l'a dit, j'espère pouvoir revenir pour les 2 dernières journées minimum. Minimum. Si Falaï revient, c'est quand même pas la même limonade, non? On est d'accord ou pas? Ah oui. Parce que notre mauvaise série, elle a commencé avec la blessure de Falaï Sacco, hein. Faut pas Ouais. l'oublier, hein. Bien On sûr. était sur une super série quand même, hein. Donc s'il revient, moi je me dis, sur les 2 derniers matchs, franchement, ça peut le faire quand même, non? Ouais, mais comment il revient? S'il revient pas à 100%, c'est pas un gain. S'il revient qui rechute, c'est une catastrophe. On va rester à 5. Donc, je mets toujours aussi la face B de la médaille. Il faut faire Ouais, mais les attention, médecins, ils sont quand même bons, quand même. On a quand même un je staff pense. médical qui est capable de dire si il est opérationnel ou pas. Il recourt, hein, là, déjà, hein. Ouais. Il Non, mais retrottine, hein. s'il revient avec, dans la défense avec un AD qui a été super bon, enfin pour moi qui Oui. était très 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 bon contre Monaco, c'était le seul qui est sorti de l'équipe pour moi. Je pense que ça peut être pas mal ouais, pour les deux derniers matchs. Ouais. Sachant que, si vous voulez, c'est toujours pareil quand les joueurs se blessent gravement et qu'ils sont absents longtemps. On pourrait pas prendre, enfin, il y a des exemples, il y en a beaucoup, beaucoup, mais vous voyez, Wesley Fofana qui s'était fait arracher le genou lors d'un match de pré-saison, un match amical, il a mis 7-8 mois pour pouvoir revenir, le temps de se remettre en condition, de retrouver le rythme. Il se passe beaucoup de temps. Mais là, Falaï Sacco, il sera pas resté longtemps absent, enfin, il sera pas resté absent très très longtemps. Donc, sa remise en condition physique, le fait de se réathlétiser, je sais pas si ça se dit, mais en gros, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, reprendre ses muscles et tout, ça prend pas beaucoup de temps en fait, hein. Physiquement, il a pas trop perdu en fait. Donc moi, je suis assez optimiste par rapport à ça. Et franchement, si Falaï Sacco revient, là, pourquoi pas la défense à 5, ça ne me gêne pas parce que du coup, ça veut dire que derrière, c'est beaucoup plus stable. Ça pourrait être notre atout de fin de saison. Un mot peut-être du retour de Romain Amouma. Il est rentré, il n'a rien fait, ou quasiment rien face à Monaco. Mais est-ce que ça peut jouer ça, ou Romain Amouma n'est pas le joker qui peut nous sauver en fin de saison, tel que certains l'imaginent? Olivier? Il arrive, même si vous dites qu'il a rien fait, c'est vrai qu'il a rien fait, c'était compliqué, mais il a touché trop aux 4 ballons. C'est quand même l'un des rares dans cette équipe à savoir faire un contrôle et une passe, et des fois un mouvement un peu intelligent pour mettre à mal une défense. Pour faire un Euh, décalage. c'est pas Amouma qui va sauver le club, mais, mais c'est un bon, je sais pas comment il s'appelle, super sub ou je sais pas quoi. Il peut mettre un petit enroulé dans un fond du filet. Il est bien meilleur que beaucoup dans ce club. Et je crois qu'il aime le club, Romain Mouma, et il nous servira. Moi, je suis content qu'il revienne. Mais est-ce qu'il va pas se blesser ce soir, demain, après-demain, au petit doigt, à l'orteil, à la tête je sais pas. Et ce mec-là, c'est de la porcelaine de Limoges.
Donc, mais vraiment un beau joueur de foot. S'il avait été moins blessé, il serait plus à l'AS Saint-Étienne. Romain Amouma, le retour. Falaï Sacco, le retour potentiel. J'ose pas parler de Crivelli parce que ça ferait rire tout le monde. Peut-être un mot quand même sur l'homme en forme de l'AS Saint-Etienne en ce moment. C'est Denis Bouanga. Il nous fait une fin de saison quand même assez tonitruante, je trouve. Est-ce que tu es surpris, Franck, parce qu'on avait perdu un peu Denis Bouanga? Pour le coup, j'ai vraiment le sentiment que on a parlé de Pascal Duprat qui fait des câlins et des bisous à toute l'équipe. Mais j'ai l'impression que ce joueur-là, vraiment, il marche beaucoup à l'affectif, non? Denis Bouanga, il a plutôt intérêt à faire cette fin de saison tonitruante jusqu'au bout. Il a chaque week-end des émissaires allemands qui le regardent. On sait qu'il va partir et il va rejoindre la Bundesliga au mois de juin. Donc C'est une info, j'attends moi de je l'avais lui. pas cette info, Franck. Toi, Bah, tu nous sors des infos comme ça, mais bien c'est, sûr. mais t'es Non, comme mais, ça, toi. Donc, il va c'est sûr. partir, il va partir en Allemagne en Bundesliga et tant mieux pour lui. Qu'il nous fasse une belle saison, qu'il maintienne les Verts en Ligue 1 et puis voilà, l'histoire est belle, la boucle est bouclée. Il est très bon. il lui Mais reste je il lui maintiens, reste un an de contrat, non? C'est ça? je crois qu'il n'est pas en fin de contrat, lui, Ah, il et me donc semble. c'est on le vend cet été ou on le vend jamais, On quoi, va en clair. vérifier. Oui. Ah, c'est ça. Hervé, toi, Denis Bouanga, il est fort quand même, non? Quand il est comme ça, Bah, quand il est comme ça, il est revenu, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, 2 mois. Enfin, ouais. ouais, Ouais, il est bien revenu dans un bon état d'esprit. Je pense que le changement d'entraîneur lui a fait du bien aussi à lui. Ouais. Et par contre, il y en a un aussi que je voulais parler. Tube, il est passé où? Bah, oui. Thioub, avec le retour de. Bah, je sais pas, il était titulaire indiscutable, bonne question. Et moi, je le trouve pas Ben mal, oui. Thioub, je le trouve pas mal. Il était pas mal en piston, machin, Ouais. quand il l'a fait rentrer. Et là, à moins qu'il ait eu des mots avec lui, mais je sais pas, il le met plus. Donc, Non, il le met plus. Il le ouais. met plus. Oui. Alors que c'est pas un piston, hein, c'est pas un piston. Donc j'allais dire, s'il y a bien un moment où on peut essayer Tube à sa vraie place, c'est-à-dire milieu offensif droit, c'est maintenant. On aurait pu l'essayer. Alors Monaco, c'était pas le bon match, mais j'espère qu'il va rentrer. Quand on en sera 5-0 pour Rennes samedi, il rentrera allié droit. Je vous confirme bien que le contrat de Denis Bouanga s'arrête le 30 juin 2023, donc il sera ouais, c'est ça. transféré cet été, c'est une certitude. Les amis, je vous propose qu'on passe à la troisième Ben oui. partie de notre émission. On va parler des 30 ans des Green Angels qui ont craqué des fumis. Allez, on en parle tout de suite. Allez, on va parler des Green Angels. Et comme l'a dit Franck tout à l'heure en début d'émission, bon anniversaire aux Green Angels. D'ailleurs, Franck, tu te souviens de Sud Vert, nous avions créé ce petit COP au COP Sud justement avant les Green Angels, c'était au début des années 90, donc avant 1992. Et on avait même mis une banderole, tu te souviens, Larquet tais-toi, les Verts sont toujours là parce qu'ils nous cassaient les pieds à l'époque, Jean-Michel Larquet. Joyeux anniversaire. Non mais effectivement, on a toujours dit que le COP Sud était vide. Il Ouais, manquait du monde dans le il COP manquait du Sud monde et on avait créé dans ce les années. petit COP là à Voilà. l'époque et les Green ont suivi derrière, donc bravo à eux, joyeux anniversaire. Alors évidemment, on va souligner les magnifiques tifos qu'ils ont fait, c'est magnifique franchement. Et ils ont craqué non seulement des fumées, mais aussi ils ont tiré des feux d'artifice. Ça a arrêté le match à la 65e minute, le match a repris une demi-heure après. La sanction est tombée à titre conservatoire. L'AS Saint-Etienne jouera le match face à Reims à huis clos. Et c'est pas un huis clos partiel comme on l'espérait, mais un huis clos total. Alors, je dis ça de mémoire, mais je crois que la SS était sous le coup d'un sursis. Donc le sursis visiblement est tombé. Et la question c'est de savoir si le huis clos sera prolongé après pour le match des barrages, si nous jouons les barrages. Tout ça est inquiétant. Alors, moi j'ai regardé un peu les réactions sur les réseaux sociaux. Honnêtement, pour le faire assez court, les Greens se font tancer, je vais le dire comme ça, en expliquant qu'ils pénalisent le club avec leur craquage de fumée, qu'ils savaient très bien que la sanction allait tomber puisqu'il y avait un match de sursis et qu'au final ça pénalise le club à un moment où on n'en a pas besoin. Quelle est votre réaction? On va essayer de rester modéré parce que ça suscite des passions, évidemment ça déchaîne les passions, mais de façon objective. Est-ce que voilà, ça fait partie de la culture ultra de craquer des fumis? On le sait, Saint-Etienne, on craque des fumis très régulièrement, on est sanctionné très régulièrement. J'ai oublié de le dire, mais les supporters, là je l'ai vu tout à l'heure, le préfet à Rennes a interdit le déplacement des supporters stéphanois, donc on a interdit le déplacement partout en France à cause de ça, en gros, hein, pour la faire courte. Et à Geoffroy Guichard, on joue plein de matchs à huis clos. Est-ce qu'à la fin, ça ne devient pas contre-productif? Qui se lance, les amis? Olivier, allez, on commence avec toi, Olivier. Deux sentiments. Bravo aux Green pour le tifo qu'ils ont pu faire. C'était magnifique. Bon, il y a eu vraiment un beau spectacle sur l'interruption. Ça avait l'air d'être une vraie fête au stade. Et c'est assez beau. Après, je pense qu'il y a une désorganisation entre le club et les ultras. Pourquoi ce feu d'artifice? On n'a pas réussi à le faire pendant la mi-temps. Ça aurait été un spectacle formidable.
Et s'il y avait eu que les fumis, je pense qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Après, c'est un sentiment mêlé parce qu'ils en ont tellement marre, les gens, de voir 11 chèvres sur le terrain et ben, qu'ils ont pété un plomb. Et ben tant pis, ces 11 chèvres, ils joueront tout seuls. C'est tout ce qu'ils méritent. Et puis d'un autre côté, je me dis, c'est quand même dommage, des jeunes, des gens comme moi qui avaient envie d'aller au match contre Reims. C'est peut-être le dernier match de Liga qu'on verra depuis longtemps et on ne peut pas y aller. Mais tant pis, ce sont des gens qui sont au stade tout le temps. Ils ont tué personne. Il n'y a pas eu de danger ni pour les joueurs, ni pour les arbitres. C'est comme ça. C'est comme ça. Bravo à eux pour le spectacle. Franck, je vais te laisser répondre simplement. Le tir de feu d'artifice qui part en haut et qui retombe, enfin bon, il n'y a pas de blessés. Il y a eu des blessés quand même déjà par le passé à Geoffroy Guichard avec les fumées parce qu'il monte, je ne sais plus à combien, 800 degrés je crois. Donc c'est quand même pas tout à fait anodin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de tir en direction des joueurs. Il n'y a pas eu de jet de projectile en direction des joueurs. Donc de ce point de vue-là, c'est ce qui fait d'ailleurs que l'AS Saint-Etienne ne prend pas de point de pénalité. Ça a été, je crois, dit par... Ouais, vas-y. Juste pour finir, Aurélien Tchouaméni dans Monaco Matin, là, j'ai lu, il dit « J'ai été impressionné, je félicite les supporters de l'AS Saint-Etienne, c'était une vraie fête, ils n'avaient rien contre nous, on a joué dans une vraie fête et on ne voulait pas arrêter le match. » Ouais. C'est une vraie fête. Alors voilà. d'ailleurs c'est vrai puisque à un moment donné on voit un joueur monégasque, alors je ne sais pas si c'est lui qui parle avec l'arbitre, qui dit mais pourquoi on rentre au vestiaire. Il ne comprenait pas pourquoi il rentrait au vestiaire parce qu'il ne se sentait pas du tout en danger. Franck, tu as la parole et on terminera avec Hervé bien sûr sur ce sujet. Moi je trouve que samedi on a vu que les supporters stéphanois détestaient plus la direction qu'ils n'aiment l'équipe. Il y a un léger différentiel, c'est-à-dire que leur haine envers Cayazo Romeyer est légèrement supérieure à l'amour qu'ils peuvent porter et au respect qu'ils peuvent porter à la saison. Et puis ça fait 3 saisons que ça dure. Hein, donc voilà, on voit qu'il y a un divorce qui est acté, c'est-à-dire qu'ils en ont strictement rien à faire de ce que ça va avoir comme conséquence. Moi non plus, j'en ai rien à faire parce que ça fait 3 saisons que on frôle avec la descente en Ligue 2. Hervé ? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire bravo à eux, bravo au Magic pour tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans aussi. Et pourquoi aujourd'hui on fait partie des meilleurs d'Europe en tant qu'ultra. Et je crois au niveau mondial on est 5e. Donc c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une animation en tribune, il y a de la ferveur au niveau de Saint-Etienne. Et du coup voilà, après je vais pas tirer sur eux parce que je comprends ce qu'ils font, je sais ce qu'ils font. Ils donnent tout à leur club. Tout leur salaire de 1200 ou 1300 euros passe là-dedans. Ils sont là tous les jours, ils sont là tous les matchs, ils sont à l'extérieur. Alors, je ne parle pas de toute la tribune, parce que la tribune fait 6000 personnes, mais il y a un noyau de 300 ou 400 personnes qui sont là tout le temps. Et pour moi, ça me met des frissons et c'est beau. Après, pour revenir à ce que tu disais, Flavien, pourquoi on ne le fait pas à la mi-temps ? Franck, il a tout résumé. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a pas de dialogue au niveau de la direction. Donc maintenant, on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut quand on veut, quoi. Et le truc, les Magic pour les 30 ans, enfin les 30 ans, non, c'était 25, je sais plus. On avait fait un feu d'artifice aussi, mais on l'avait fait à la fin du match, les 5 dernières minutes. Là, ils ont voulu le faire à la 60e. Et ben voilà, l'arbitre, tout de suite, ouais, ça fait un peu des éclats de partout. Il voit ça, il dit on arrête. Quand tu dis le mec de Monaco qui dit non, on n'arrête pas, on continue, ça risque rien. Mais ils n'envoient pas les fumigènes ou les feux d'artifice sur le public ou sur les joueurs. C'était leur fête, c'était leurs 30 ans. Ça veut dire que ça fait depuis 1992 qu'ils sont là. De mémoire, c'est le 2 février 92. Et ils voulaient montrer à la France entière et à l'Europe et au monde qu'ils sont encore là. Et ces gens-là seront encore là en Ligue 2. Par contre, tous les papas et les mamans qui viennent, je les comprends, il en faut aussi, qui viennent de temps en temps au match, une fois tous les 6 mois. Et ben eux, quand on sera en Ligue 2, ils seront le dimanche en train de manger ou le lundi soir tranquillement en famille, parce que les matchs se joueront le lundi avec la Ligue 2, parce que le Saint-Etienne, ça sera une affiche. Et ces gens-là, ils seront chez eux tranquilles dans leur canapé, pendant que les mecs, le lundi soir, ils feront Clermont-Saint-Etienne, ils feront Bordeaux-Saint-Etienne, ils feront Reims-Saint-Etienne, ils feront Paris-Saint-Etienne, et ils feront Montpellier-Saint-Etienne pour aller voir leur équipe de cœur. Voilà. Alors bon, moi du coup je vais forcément, je prends un peu le contre-pied, mais c'est pour animer le débat aussi, parce que si on est tous d'accord, il y a plus de débat. Mais
je trouve, moi, j'entends tout ce que vous dites et tu as 1000 fois raison, Hervé, quand tu rappelles que les mecs ils mettent tout leur salaire dans leur passion et qui sont partout, tout le temps et que voilà, sans eux, à la fois sans les Green et sans les Magic, Geoffroy ne serait plus Geoffroy et que Saint-Étienne ne serait plus Saint-Étienne et que évidemment qu'on est un club atypique et non pas une Populaire. institution. Je déteste ce mot institution. On est un club atypique parce qu'un club populaire, parce qu'un club porté par son public, ses supporters, ses ultras, et que notre palmarès, bien sûr, fait notre spécificité. Mais il n'y a pas que notre palmarès, il y a aussi le public qui est absolument extraordinaire. Après, franchement, on est dans une situation très très difficile au classement. On lutte pour notre survie en Ligue 1. Te dire, je craque des fumis à 2 journées de la fin, à domicile, 3 éventuellement avec le barrage, alors que tu sais que tu as du sursis et que ça va tomber. Et que du coup, tu vas jouer à huis clos. Tu te dis. Flavien, je te coupe. Mais le match là, c'était contre Monaco. Mais normalement, c'était pas prévu celui-là. C'était prévu le match d'avant. Oui, mais donc, du coup, tu dis 2 journées de la fin. Oui. Donc, ça aurait été 4 journées de la fin. Oui, mais ça du aurait coup, été exactement la même chose. peu importe si tu veux, c'est qu'on est en lutte pour le maintien. Et du coup, tu sais que la sanction va tomber. Tu sais qu'il va y avoir un huis clos. Tu marques un peu un but contre ton camp. Parce que c'est plus difficile pour l'équipe, malgré tout. C'est plus difficile pour l'équipe. Comme quand Cayazo dit je vends pas, je vends pas. Ouais. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, les gars. Je suis d'accord. Aucun respect pour le peuple vert. Donc bon, on fait pareil, aucun respect. Il n'y a pas de respect pour. Je vends pas. Ouais, mais du coup, au final, après, bon, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, c'est. Après, tu sais, le Saint-Etienne avait un match avec sursis et les Green, leur tribune, la Sud, avait 2 matchs avec sursis. Oui. Donc ça veut dire qu'eux, ils verront pas Reims et ils verront pas le barrage. Oui, c'est vrai. Je pense pas que le stade soit à huis clos pour le barrage, me semble-t-il. On verra. Pour l'instant, c'est à titre conservatoire. Si tu veux, alors, les décisions. La Ligue et Amazon Prime, ils ont plutôt intérêt à remplir le stade pour Saint-Étienne Paris Football Club, par exemple. Ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait 33 000, quoi. Ouais, mais tu sais. Franck, il y a 2 matchs de sursis pour les Green Angels. Donc il y en a un qui tombe contre Reims et il y en a un qui tombe contre le barrage. On est obligé. Ouais, il y aura un demi-stade, effectivement. Voilà. Un tiers de stade en moins, effectivement. En tout cas, moi, ce que je pense au final, c'est que la législation, la réglementation doit évoluer sur ce point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les pouvoirs publics aussi soient un peu pragmatiques. C'est-à-dire que si tu organises le craquage des fumis, si tu fais en sorte que ça se passe bien, les interdire de stade, ça tue le foot populaire, quoi. Alors, après, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, à force d'avoir mis des places à des abonnements annuels, je sais plus, à 2000, 3000 euros par an, du coup, tu as les gens qui ont les moyens d'aller au stade qui vont au stade, comme tu disais, des pères de famille. Alors, on a tous plus papa, mais c'est pas le sujet de pères de famille, c'est surtout des gens qui ont les moyens d'aller au stade. Et nous, on veut pas de ça. Nous, on veut d'un foot populaire, quoi. Parce que, comme tu dis, pour en revenir moi, je suis aussi super famille. Tout le monde est père de famille ce soir. Le truc, c'est que si tu mets des abonnements, aujourd'hui, qui sont à 115 euros à l'année, si tu les mets à 750, le souci, c'est que tu vas vider tous les ultras, tu vas vider tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais derrière, on est dans un bassin minier. Qui c'est qui va payer 700 ou 1000 euros à l'année? Personne. Voilà. Et puis même, on veut pas de ça. C'est contraire à la philosophie de l'AS Saint-Etienne depuis toujours. Ça a toujours été un club qui a des valeurs. Il y a des valeurs. Bon, et du coup, on veut pas de ça. Mais c'est pour ça qu'il faut que la Ligue bouge là-dessus. Elle peut pas rester figée en disant interdiction totale des fumis, quoi. Je pense qu'on peut l'organiser. Les amis, on arrive à la fin de notre émission. On va terminer avec nos traditionnels cartons rouges ou cartons verts. J'espère que vous avez des beaux cartons à distribuer ce soir. Et si votre carton rouge est un peu douteux, je demanderai l'assistance vidéo. On en parle tout de suite. Allez, dernière partie de cette émission, nos traditionnels cartons rouges ou cartons verts. C'est l'un ou l'autre. Nos invités, nos chroniqueurs choisissent quel carton ils veulent distribuer et surtout à qui ils veulent attribuer ces cartons. Et on va commencer avec toi, Hervé. Est-ce que c'est un carton rouge? Est-ce que c'est un carton vert ce soir? Alors, ça sera un carton vert et je ne vais pas faire comme notre ami Thomas qui est absent ce soir. On lui fait un petit coucou. On l'embrasse. On embrasse JB aussi. On embrasse JB, bien sûr. JB. Alors, quand Thomas, tu lui demandes ou l'un ou l'autre, il dit les deux. Oui. Moi, je vais en dire qu'un. Je vais dire quand même, je vais rester sur ma lignée et un grand carton vert au Green Angel. Un gros carton vert au Green Angel. C'est noté, Hervé. Allez, Franck, à toi. Est-ce que c'est un carton rouge ou un carton vert? Alors, ce sera un carton vert pour l'arbitre du match Saint-Étienne-Monaco. Il n'en a pas trop fait. Il ne s'est pas mis en scène. Il a géré avec beaucoup de respect, beaucoup de calme. Et j'ai senti un arbitre vraiment d'une neutralité. C'est très agréable de voir, parce qu'on nous a fait le coup de la cellule de crise, le gars qui s'excite au bout de 20 minutes, qui sort, vous savez, on a échangé sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai surtout vu un arbitre très pro, très bon, très neutre. Ça fait du bien.
Ah, ouais, mais beau carton vert, effectivement. Olivier, carton rouge, carton vert? Carton rouge, Ah, on va rester sur l'arbitrage. Carton rouge, pas vraiment en lien avec la Saint-Etienne, carton rouge à Jérôme Roten, ouais, qui a fracassé Stéphanie Frappard, qui a été désigné pour être arbitre de oui. la finale de la Coupe de France et qui lui a vomi dessus. Ah bon? Je suis pas le premier à défendre la Coupe. C'est des trucs qui me saoulent pas, mais je suis pas. Bon. Mais là, vraiment, j'ai trouvé Jérôme Roten. Souvent, il nous vomit dessus, là, Ouais, Saint-Etienne. ouais, ouais, Il absolument. vomit Il sur aime tout pas le monde. Dupraz. Il se Il aime prend pas. pour celui qui n'a pas été, qui ne le sera pas, déjà, intellectuellement. Stéphanie Frappard, c'est un bon arbitre, aussi bon qu'un autre. Et elle fait bien ses matchs. Je trouve que de la mettre arbitre de la finale de la Coupe de France, c'est tout un symbole, mais elle le mérite en tant qu'arbitre et bien plus qu'en tant que femme. Mais les deux me vont bien. Et carton rouge à Jérôme Roten. Euh, il est minable ce mec dans son attitude, dans ses propos. C'était pas un joueur excellent, c'était un très mauvais commentateur et il analyse très très mal les choses. Carton rouge à lui. Ouais, et puis dans la lignée, on pourrait parler aussi de Riolo. Franchement, quelquefois, il y a un niveau. J'ai l'impression que sur carton rouge, on a des débats qui sont quand même d'un autre niveau, non, les gars? Ouais, Flavien, Oui. et pour toi, le carton rouge, Alors, carton vert? moi, ce sera un carton vert aussi. Ce sera un carton vert et je rejoins un peu Franck sur l'arbitrage, mais c'est l'arbitre, je suis d'accord avec toi, Franck, il a très bien arbitré, mais je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé ça sur le compte Twitter de Carton Rouge, mais il y a une vidéo de Saint-Étienne-Monaco qui reprend pendant 8 minutes les propos J'ai de vu. l'arbitre vis-à-vis des joueurs. C'est-à-dire que tout est enregistré et donc sur le penalty, on entend l'arbitre qui discute avec l'assistance vidéo, il parle aux joueurs. Je trouve que c'est il y a un côté pédagogique énorme, c'est-à-dire qu'on voit comment les arbitres se comportent, il y a beaucoup de respect de l'arbitre vis-à-vis des joueurs. S'il vous plaît, monsieur Kazri, venez ici, laissez-moi parler, monsieur Kazri. Je ne voudrais pas que. Je préfère que vous terminiez le match. Et à la fin, il a terminé en disant à Riyad Boudbouz, accrochez-vous, battez-vous jusqu'au bout. Oui. Et je Ah, je trouve savais que pas. ça. Va voir la vidéo, elle est sur YouTube. Ah ouais, C'est Amazon ah ouais. Prime hein, qui a fait ça, évidemment, avec la Ligue. Et je trouve que il y a un côté très pédagogique et ça montre la difficulté d'arbitrer parce qu'à un moment donné, il y a une main qui est réclamée par les Stéphanois, je crois, il réclame une main dans la Dans la surface. surface. Ouais. Voilà, et l'arbitre repart au courant parce que le ballon il part tout de suite en contre-attaque et en même temps qu'il court, il parle à ses assistants en disant non, c'est la poitrine, c'est la poitrine. C'est hyper physique, c'est hyper dur et voilà, je trouve ça formidable quoi. C'est un peu les coulisses d'un match et c'est génial. Ouais, Hervé. Après, pour te rejoindre, j'aimerais bien que tous les arbitres de Ligue 1 aient un micro. Ça Mais serait je pas mal crois, aussi. je crois qu'ils sont en train de le tester pour voir s'ils vont pas le Ouais. généraliser. Parce que d'après Ligue certains aussi. joueurs qui ont arrêté déjà leur carrière, ils ont dit que les arbitres avaient de sacrés mots envers eux aussi. Attention. Hein. Oui, mais c'est pour. Quand il n'y a pas de micro. Hein. Ouais, mais c'est justement pour, je L'inverse, crois, pour Hervé, hein. Je pense apaiser que tout les ça. joueurs, Vas-y, Olivier, Non, non, excuse-moi. mais Olivier, il y a les joueurs et l'arbitre aussi. Attention. Hein. parce que je pense que le micro empêchera bien des dérives. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Ouais, tout à C'est un fait, peu tout à l'objectif, fait. je pense. Le fait que Oui, tout oui. soit enregistré, ça évitera aux joueurs de tenir des propos inacceptables et aussi aux arbitres d'être un peu dans la provoque. Parce que c'est vrai que quelquefois, il y a des arbitres qui étaient un peu dans la provocation. Mais en tout cas, cette vidéo est vraiment très intéressante. Allez la voir. Si vous ne l'avez pas vue, vous tapez ASS Monaco dans le moteur de recherche de YouTube et vous tomberez dessus très rapidement. Voilà, c'est tout les amis. On a fait 1 heure, comme d'habitude, hein, à peu près 1 heure. Merci beaucoup. On se retrouvera donc en direct pour le match face à Rennes. Normalement, on sera au studio. Olivier, normalement, tu seras là. Hervé, tu seras là normalement. On pourra pas Bon. faire Oui. je pense pas qu'on puisse faire de live à distance. On verra. Je sais pas comment on fera. Est-ce qu'on fera des connexions à distance? On verra. Normalement, il y a Thomas qui sera avec nous également samedi soir. Voilà, on vivra ce match, bien sûr, comme toujours, en direct, sachant qu'on n'attend rien de ce Péniblement. match. Voilà, c'est ça. Péniblement. Allez les amis, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, comme on le dit toujours sur Carton Rouge, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao. Allez les Verts. Allez les Verts. Ciao. Ciao. Les gars, Ciao à bye bye. tous. Ciao.